comité d'organisation de m'avoir donné ce fabuleux sujet, parce que ça m'a permis de réviser et de me refaire une petite opinion. Et je suis vraiment très heureux d'être là. Alors je vous quitterai pendant la séance, mais ne soyez pas inquiets, je ne serai pas vexé. Mes liens d'intérêt. Alors j'ai un conflit d'intérêt avec le LFB qui distribue beaucoup d'albumine en France. Voilà ce qu'on va faire pendant cette demi-heure. On va parler d'une molécule naturelle et physiologiquement active. On va parler un tout petit peu d'hypoalbuminémie et de ses conséquences. Et puis après, on va faire quelques questions. Vrai et faux, je ne sais pas. Je me suis appuyé sur une revue qui est sortie dans Intensive Care Médecine. J'ai eu de la chance juste ce mois-ci et qui m'a passablement aidé. Et dedans, il y a même des réponses pour Gérald Schank. Donc c'est un honneur immense. Alors voilà, on va commencer avec un brin d'historique pour les plus jeunes. Et puis par une revue que j'adore lire, j'ai la chance de prendre souvent l'avion, donc c'est ma lecture de l'avion, c'est le Harvard Business Review. Et je ne sais pas si vous le lisez, mais si vous ne le lisez pas, il faudrait vous y mettre, parce que c'est vraiment très très bien. Et ça parle de la réputation, d'accord ? Et ça parle de la réputation, et en fait, on voit que la réputation pour les grosses entreprises, c'est un peu le journaux de toutes les entreprises qu'on aime détester, hein, de Google, Facebook, tout ça. Et en fait, on voit que vraiment, vous voyez, 87% des entrepreneurs de ces grosses entreprises considèrent que le risque réputationnel est le risque stratégique le plus important. Donc il y a une réputation des choses, des produits, en termes de marketing, et on est soumis à ce marketing, et c'est très important. Donc l'albumine, vous connaissez tous ça parce que vous avez été étudiant en médecine, hein, c'est 66 000 Dalton, c'est composé d'acides aminés, on en produit 12 à 20 grammes par jour et c'est chargé négativement, une demi-vie de 18 jours. En fait, ça a cette image, cette réputation d'être un produit bio, naturel. Ça a à peu près toutes les caractéristiques de ce qu'on recherche aujourd'hui, qui est à la mode, hein, qui est des valeurs partagées par tous ici. Donc ça a bonne réputation. C'est pas comme les HEA qui sont vraiment un vilain produit. Pourtant, ça a eu une existence assez chaotique. Alors il n'y en a que quelques-uns, je pense qu'ils doivent s'en souvenir, hein, mais moi quand j'ai commencé, fini mon internat, il y avait ce papier du BMJ qui était sorti, cette revue Cochrane, et qui disait « L'albumine tue ». Et ça avait fait une espèce de tsunami dans la spécialité, qui avait vraiment scindé la spécialité en deux. Et puis on était sorti la première étude en fait pour moi, la première étude que j'ai vue matérialisée de nos amis néo-zélandais et australiens, le groupe de Lanzik, qui avait fait The Safe Study, qui était une comparaison de l'albumine à 4%, puisque c'était leur produit de remplissage de base, versus sérum salé, et l'étude était NS. Et donc ça avait rassuré tout le monde sur l'innocuité de l'albumine en tant que telle. Alors l'albumine, ça passe dans le compartiment intravasculaire, ça représente à peu près 40% de ce compartiment. Il y en a 40% dans ce compartiment, 40% dans le compartiment extravasculaire. Il y a un échange, vous voyez, entre les deux, à 4% par heure. Il y a une élimination par le secteur extravasculaire et une élimination par le secteur intravasculaire. Et elle représente, vous savez tous, 80% de la pression ocotique. C'est quelque chose d'important. Donc physiologiquement, c'est vraiment un produit physiologique naturel dont on ne peut pas se passer. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle des hypoalbuminémies, en sachant que la définition de l'hypoalbuminémie, c'est pas si clair que ça, hein. On va dire que c'est inférieur à 30 grammes par litre. Mais vous voyez que chez nos patients de réanimation, je ne sais pas chez les vôtres, mais chez les miens, ils sont quasiment tous hypoalbuminémiques. Alors on peut avoir une hypoalbuminémie parce que on est végétarien et on a supprimé même les protéines végétales de son alimentation. C'est quasiment un suicide, hein. Mais ça se peut. On a une dysfonction hépatique, une cirrhose grave, quelque chose, le foie qui ne marche plus. Donc si on ne produit plus d'albumine, si le foie ne produit plus d'albumine, il n'y a plus d'albumine.
On peut avoir une fuite urinaire, comme c'est le cas dans le syndrome néphrotique. On peut avoir une augmentation de la perméabilité des capillaires, une fuite capillaire, hein, ce qu'on appelle la fuite capillaire, comme il y a dans le sepsis. Et donc ça passe dans l'interstitium. On peut avoir un problème de drainage lymphatique, on y reviendra. Et on peut avoir une perte par les tissus, chez le boulet, chez les patients qui ont des entéropathies, ça peut se passer. Voilà les principales causes d'hypoalbuminémie. Et quand vous avez un patient qui a une hypoalbuminémie, c'est les principales causes auxquelles il faut y penser. Il y a 3 conséquences d'hypoalbuminémie. Il y a la perte de volume intravasculaire. Il y a une fonction porteur, on va dire en français, de l'albumine, qui est diminuée, puisqu'il y a moins d'albumine. Et puis il y a un risque thromboembolique augmenté, parce que l'albumine transporte l'AT3. Donc trois conséquences majeures de l'hypoalbuminémie. On avance doucement. La perte intravasculaire, on a longtemps parlé des forces de Starling, vous savez, de la pression oncotique. En fait, tout ça a été un peu remis au bout du jour quand on a regardé le glycolalix. Vous voyez, ça fait très longtemps qu'on a isolé le glycolalix, je crois que ça fait une 40aine d'années, mais depuis, on a progressé. Et aujourd'hui, on sait que finalement, quand il n'y a plus de glycolalix, comme ça peut être le cas dans les sepsis, hein, où il y a la surface de l'endothélium qui est directement affleurante, à ce moment-là, on peut avoir une perte augmentée des charges négatives et donc de l'albumine. Donc finalement, toute la loi de Starling et toute cette équilibration de la pression oncotique qu'on a appris à l'école, elle n'est pas si vraie que ça. Après, il y a une fonction porteur, et c'est un porteur de NO, et c'est un agent anti-inflammatoire. Et donc il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, et puis c'est un porteur de plein de substances endogènes comme la bilirubine, le cuivre, le potassium, le calcium. C'est un porteur de produits exogènes comme les anti-inflammatoires, d'antibiotiques et de produits cardiovasculaires. Alors cette fonction porteur, ça avait déclenché une étude à l'époque qu'on appelle IRS, qui n'est jamais sortie autrement que sous forme d'abstract. J'en suis vachement fier parce que j'ai mis une demi-journée à la retrouver, qui était une étude faite par Jean-Paul Mira et qui avait pour but de dire l'albumine c'est un médicament, ce n'est pas qu'un produit de remplissage, et on va mettre beaucoup de ce médicament et ça va augmenter ça va rétablir en fait tout ce qui ne va pas quand il y a une hypoalbuminémie en termes de portage de médicaments et de fonctions anti-inflammatoires, et donc ça va améliorer le pronostic des patients. Et en fait, alors il n'y a que l'abstract, parce que Jean-Paul a eu divers problèmes, je crois, qui est sorti, mais en tout cas les deux groupes étaient similaires, donc cette étude était négative. Mais vous voyez, c'est toujours d'actualité, parce que là c'est un papier qui vient de sortir, hein, tout récent, du groupe de Jason Roberts en Australie. Et qu'est-ce qui montre? Que quand on prend de la ceftriaxone, pour déterminer la meilleure dose, on regarde la fonction rénale. Ça, on regarde tous aujourd'hui, j'espère, la fonction rénale quand on dose des antibiotiques. On regarde la CMI de la bactérie, hein, ça c'est vraiment important. Mais en fait, l'albuminémie rentre aussi dans l'équation. Et si on a une hypoalbuminémie, ça modifie le dosage, ça modifie l'atteinte de la cible chez 20% des patients. Donc c'est vraiment un critère important, et ce n'est pas une vue de l'esprit, le fait d'être porteur comme ça. Alors, j'ai bien aimé, je vous conseille de lire ce papier de l'ICM. De toute façon, je vous conseille de lire l'ICM de façon générale, sur les facts et les fakes sur l'albumine. Alors moi, j'ai un conflit d'intérêt avec le laboratoire, et j'ai une forte sympathie pour l'albumine comme produit. Hein. Il y a 20 ans, j'étais allé aux États-Unis. Tous les jours, Timothy Buckman demandait aux pharmaciens comment ça se fait qu'on fait plus d'albumine depuis quelque temps, en me regardant assez méchamment. Est-ce que les données ont changé? Voilà, en étant français, je crois qu'on est tous un peu dans cette culture de l'albumine, parce qu'on a un labo qui a bien vendu le truc. Première chose, ça c'est pour Gérald, qui m'a posé la question juste devant. Il y a un statement qui dit que l'albumine fuit dans le secteur intravasculaire,
du secteur intravasculaire vers l'interstitium, et c'est vrai, hein, ça fuit lors du sepsis, hein, par exemple, enfin chaque fois qu'il y a une atteinte de l'endothélium, et ça crée un œdème. Non, c'est pas vrai. Alors c'est pas vrai parce qu'en fait, c'est vrai dans un sens, hein, ça fuit, vous avez votre synthèse, vous avez votre albumine intravasculaire, ça fuit dans le secteur interstitiel, mais c'est récupéré par le circuit lymphatique et c'est remis dans les vaisseaux. Et donc, le circuit est permanent. Donc, on ne peut pas dire que ça crée un œdème interstitiel parce qu'il y a la lymphatique. Par contre, la mauvaise idée, c'est que dès qu'il n'y a plus de lymphatique pour récupérer, ce circuit ne marche plus. Et donc, par exemple, si vous prenez des greffés pulmonaires, chez qui on coupe le canal lymphatique, il n'y a plus de retour. Et donc, à ce moment-là, il y a un risque d'accumulation. Et c'est vraiment assez brillant comme démonstration parce qu'en fait, quand on regarde les critères de dysfonction primaire du greffon en greffe pulmonaire, c'est les colloïdes. Et en fait, quelle que soit la nature du colloïde, ça ressort. C'est-à-dire que ce n'est pas les HEA. Chez nous, on a eu un grand combat sur en péropératoire, sur les HEA, et les gens, et les réanimateurs médicaux disaient faites des colloïdes, mais faites de l'albumine plutôt. Et en fait, non, quand on regarde les études, c'est tout colloïde, et en fait, c'est probablement par ce mécanisme. L'albumine prévient les lésions rénales aiguës. Oui, mais dans des conditions très spécifiques. En fait, en deux conditions, 2A, 2B. Voilà. D'abord, chez les patients qui ont une cirrhose avec acide ou une cirrhose avec une péritonite primaire. Chez ces patients, pas ceux qui sont au stade initial Cadigo 1, hein, mais ceux qui sont à des stages à des étapes au-delà, à ce moment-là, vous pouvez donner de l'albumine et ça améliore le pronostic. Et si ceux qui sont en stage 1 là ont une persistance de cet état, vous mettez là et qu'il n'y a pas de réponse, à ce moment-là, vous pouvez là aussi donner des vasoconstricteurs. En général, on donne de la terlipressine et de l'albumine. Donc dans cette situation, ça marche, mais il faut faire de la réanimation très spécialisée quand même. Hein. Alors, je crois qu'à Bicêtre, vous en faites, hein, mais ça marche aussi en chirurgie cardiaque. Dans cette étude, il faisait un bolus initialement au moment de l'induction de 100 ml, je crois que c'était d'albumine à 20%. Vous voyez que ça augmente après le traitement, l'albuminémie augmente par rapport au groupe contrôle, et ça prévenait en post-opératoire l'insuffisance rénale. Dans le sepsis, ça a été testé sur l'étude italienne, hein, Albios, ça ne marche pas, ça n'a aucune action, donc ne donnez pas de l'albumine dans le sepsis, enfin au moins pas pour protéger la fonction rénale. Troisième étape, l'albumine diminue la mortalité chez les patients qui ont une cirrhose hépatique, et ça c'est quelque chose qu'on a tous, je crois, dans notre culture, dans notre ADN. Hein. Alors oui, mais dans des sous-groupes spécifiques de patients. Alors, moi j'étais déçu hein, quand j'ai lu tout ça. Alors ça c'est une méta-analyse qui regarde ce que donne la perfusion d'albumine chez les patients cirrhotiques. Ça c'est le groupe qui reçoit de l'albumine tous les jours, mais pour une durée inférieure à 1 mois. Ça c'est le groupe qui reçoit de l'albumine tous les jours, mais pour une durée supérieure à 1 mois. Quand on est dans ce groupe-là, on est quand même dans une réanimation très 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 spécialisée, hein, parce que nous, on n'a pas tous les jours des patients qui ont une cirrhose hépatique, plus d'un mois, à qui on donne ces produits tous les jours. Et en fait, ça marche. Si vous faites la méta-analyse complète, ça marche. Si vous divisez sur les deux sous-groupes, ça marche dans le groupe, dans le groupe supérieur à 1 mois. Ça ne marche pas dans le groupe qui reste moins d'1 mois. D'accord ? Donc c'est un petit groupe spécifique. Mais pour la plupart des situations qu'on rencontre nous, dans ce cas-là, ça ne marche pas.
ça, c'est un papier assez récent dans le New England, une étude randomisée chez les patients avec une cirrhose. Ils donnent de l'albumine, ils ne donnent pas d'albumine. Vous voyez, dans le groupe albumine, ils augmentent l'albuminémie supérieure à 30. La plupart des designs d'études, c'est comme ça, on essaye d'aller au-delà de 30. Le résultat composite, qui est en fait un composite de tous ces éléments-là, 29% de primary endpoint dans le groupe albumine, 30% dans le groupe standard. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Et vous voyez, il n'y a aucune différence sur tous les sous-analyses. Et il y a plus d'effets secondaires dans le groupe albumine, il y a plus d'OAP en fait, quand on regarde. Donc là, la conclusion de cette étude, c'est ne faites pas d'albumine chez ces patients. C'est décevant, hein. Je comprends votre déception parce que j'ai eu la même. L'albumine améliore la survie chez les patients en sepsis. Peut-être, mais on est dans l'incertitude la plus absolue et je vais vous montrer que vraiment, on est de plus en plus dans l'incertitude. Donc ça, c'est l'étude Albios, une étude italienne qui est ironique en premier auteur. C'était une étude faite par Gattinoni. Vous connaissez tous Gattinoni, hein? Ceux qui ne connaissent pas Gattinoni, il faut qu'ils s'interrogent. C'est comme si vous étiez des jeunes professionnels de football et que vous n'étiez pas Messi ou Ronaldo, hein. C'est à peu près de ce niveau-là. Interrogez-vous sur votre culture générale. Donc, dans ce groupe, pareil, ils donnent de l'albumine tous les jours pour maintenir supérieur à 30 dans un groupe, et dans l'autre, ils donnent des cristalloïdes. L'étude est NS, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. La courbe artérielle est là, il n'y a pas de différence. Ils font une analyse post-hoc, d'accord? Post-hoc, c'est-à-dire qu'il n'était pas prévu au départ. Et ils trouvent ce chiffre-là, c'est-à-dire une petite amélioration dans le groupe albumine qui était en choc septique. Alors on peut se dire que pour des investigateurs super connus, ils auraient pu penser à faire le groupe de choc septique a priori plutôt qu'en post-hoc. En tout cas, il y a un signal sur ce groupe-là. Il y a deux études qui sont sorties récemment. Une qui est chez les patients cirrhotiques, mais qui est à très court terme. On regarde à très court terme, et ils regardent, en fait, l'endpoint principal, c'est l'hypotension dans les 3 heures après le début du choc septique, si on met de l'albumine ou si on n'en met pas. Et en fait, c'est favorable à l'albumine, il y a moins d'hypotension, et quand on regarde la survie sur les 5 premiers jours, il y a moins de décès dans les groupes albumine que dans le groupe contrôle. Par contre, à 5 jours, vous voyez, la mortalité est à peu près équivalente dans les deux groupes. Donc vous les maintenez un peu au début, ils font moins d'hypotension, mais sur le long terme, probablement, ils vont mourir de la même façon. Donc ça, c'est les patients cirrhotiques, c'est la population cible normalement. À votre droite, c'est chez les patients qui ont un cancer et un sepsis au stade précoce. Là aussi, ils leur donnent albumine versus cristalloïde. J'ai plus les détails en tête de ce qu'ils donnent, mais en général, c'est toujours à peu près le même design. Vous voyez, ça augmente un tout petit peu. Alors dans cette étude, c'est ça qui est critiquable, hein, c'est que finalement, l'augmentation, elle est quand même pas très manifeste dans le groupe traité. Mais en tout cas, c'est NS entre les deux groupes, il n'y a pas de différence. Et les auteurs en profitent pour faire une méta-analyse à la suite sur les patients septiques. Et vous voyez, il n'y a pas de différence, c'est NS de donner de l'albumine versus des cristalloïdes. L'albumine améliore l'effet des diurétiques. Alors on l'a tous fait, hein. On ne l'a pas tous avoué, mais on l'a tous fait, hein. Ringer, diurétique, puis après on met un peu d'albumine, diurétique. C'est vrai, mais en fait, c'est bien pour vous sauver la garde, d'accord? Si vous n'avez pas envie de brancher la machine, tout ça, vous faites un peu ça, et ça peut vous aider à finir la nuit. Donc une méta-analyse qui a testé donc albumine, furosémide versus furosémide tout seul. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'études. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que plus ces études sont récentes, moins elles sont significatives. Les vieilles études sont très significatives en faveur de l'albumine, les études récentes sont neutres. Alors ce que conclut cette méta-analyse, c'est que ça augmente la diurèse de 30 ml par heure, ce qui peut nous permettre à tous de finir la nuit dans notre lit tranquillement. Ça augmente l'excrétion de sodium.
ça marche chez les patients qui ont une albuminémie inférieure à 25. Donc peut-être que le cut-off qu'ils choisissent tout le temps à 30 est peut-être déjà trop haut. Et ça marche quand on prescrit des fortes doses d'albumine, ça ne marche pas quand on en fait un tout petit peu. Donc moi, mon message en général, c'est que si vous voulez faire de l'albumine, faites-en une grosse dose, parce que finalement, dans les études, on a l'impression que quand on en fait une petite dose, c'est un produit de remplissage, mais vous faites du cristalloïde, c'est un produit de remplissage aussi. Et l'effet est valable 12 heures. Et après, ça s'estompe. Donc ça marche un tout petit peu, un tout petit moment. Ça, c'est sur un effet court visible. L'albumine améliore le fluide rémoval, c'est le retrait de fluide, hein, d'accord, durant la dialyse. Alors là, il y a deux papiers différents, encore une fois. Donc c'est oui, ça le fait, mais je vais vous montrer qu'il y a quand même une limite. Alors il y a ce premier papier hein, qui est assez récent, donc où ils ont randomisé de l'albumine, ils font un bolus de 100 ml d'albumine à 25%, au moment du branchement de la dialyse versus du sérum salé. Ce n'est pas un gros effectif, hein, il y a 65 patients. Et vous voyez, en fait, quand on regarde les hypotensions au démarrage, ben, on a 3% dans le groupe albumine, 11% dans le groupe cristalloïde. Et pareil, il y a beaucoup plus de répétitions des épisodes dans le groupe contrôle. Et finalement, ça semble pas mal marcher là, donc c'est plutôt un signal positif au lancement d'une hémofiltration. Par contre, il y a le groupe, l'étude rénale, qui a été faite par les Australiens, hein, par le groupe de Rinaldo Bellomo. Et là, ils ont fait regarder ce que donnait l'albumine. Alors, ils sont allés chercher les patients qui avaient reçu de l'albumine, c'est 500 patients, c'est 34% de leur cohorte. Ils sont allés regarder si le fait de les avoir remplis avec de l'albumine chez des patients qui étaient en épuration extra-rénale, ça a amélioré leur pronostic. En fait, ce qu'ils trouvent, c'est que ce n'est pas associé avec la mortalité à 90 jours et ce n'est pas associé avec la libération de l'hémofiltration. D'accord ? Après, ils ont fait une deuxième étude où ils ont regardé 20% versus 4% ou 5%. Et là, ils montrent que le 20% est associé à une balance hydrique plus négative. Alors, ce qui était là ce matin se rappelle que ça a été critiqué, mais que ça n'avait aucun effet sur la mortalité ou sur l'épuration extra-rénale. D'accord ? Donc finalement, bon. Donc il y a un effet dans la dialyse, on fait moins d'hypotension au branchement, on fait moins d'accidents au début du branchement de l'hémofiltration. Par contre, ça n'a pas tellement d'effet sur le pronostic. Enfin, ça n'a même pas d'effet sur le pronostic. Là, alors, il y a un truc sur lequel je ne vais pas m'attarder, c'est l'albumine augmente la mortalité chez les traumatisés crâniens graves. Vous savez qu'il y avait dans l'étude SAFE, c'était une sous-étude de SAFE et ça sortait très fort. Alors, on ne sait pas si c'est pas parce que l'albumine est diluée dans un cristalloïde qui est hypoosmotique. Donc c'est peut-être cet effet qu'on a. Voilà. Donc on n'est pas sûr, mais pour l'instant, il n'est pas recommandé de faire de l'albumine chez les traumatisés crâniens. Mais ça peut changer, ça. La substitution de l'albumine pour corriger une hypoalbuminémie, quelle que soit la cause, réduit la mortalité. Ben, aujourd'hui, non. Ou au moins, on n'a pas la preuve. Quand vous regardez l'étude SAFE, c'est TNS. Quand vous regardez l'étude Albios, c'est TNS. L'étude de Frisk sur la mortalité à plus long terme, c'est celle que je vous ai montrée récemment, est TNS. Et l'étude Cancer plus sepsis, qui n'a pas de surnom, est TNS aussi. Et ça, indépendamment du niveau de base de la concentration d'albumine que les patients avaient. Donc il n'y a aucune étude aujourd'hui qui démontre une association entre je donne de l'albumine et mon patient s'améliore. C'est une déception terrible. Donc, on va décider 3 cadres. Le cadre où c'est nuisible, ou alors il n'y a pas du tout d'évidence. C'est tout ce qui est infection extra-péritonéale chez les patients avec une cirrhose. On a l'étude du New England qui vient de sortir et qui est quand même très fortement négative. Et pour l'instant, le traumatisme crânien grave, mis à part si un de vous veut refaire une étude. Mais pour l'instant, c'est
il ne faut pas l'employer. Il y a des zones d'incertitude, avec un niveau de preuve assez limité, mais un petit niveau de preuve, c'est quand ça résiste aux diurétiques, on peut essayer de rajouter de l'albumine. En chirurgie cardiaque, à l'induction de la CEC, ça a l'air peut-être de protéger un peu. Et dans le sepsis, il reste quand même l'ombre d'un doute qui fait qu'on a une petite marge chez le patient hypoalbuminémique pour en faire. Et puis il y a des fois où c'est recommandé. Probablement, chaque fois qu'on fait un large volume de cristalloïdes, il y a un moment où il faut apporter de l'albumine, notamment chez les patients septiques. Dans la péritonite bactérienne spontanée, chez ces patients cirrhotiques qui font une péritonite primaire, hein, là c'est démontré. Dans le syndrome hépatorénal, qui a vraiment une définition très précise, hein, allez regarder avant d'en parler ce qu'est le syndrome hépatorénal. Chaque fois qu'il y a des larges volumes de parasynthèse, et chez le patient en hémofiltration, qui a une hypoalbuminémie à la base. Donc pour finir, c'est un produit qui est merveilleux, hein, qui est une protéine, charge négative, qui a un effet oncotique, mais qui a été quand même un peu remis en cause par, la vision glycocalyx et endothélium. Pour moi, il n'y a pas de doute. Quand c'est très bas, il faut en faire. Hein. Il ne faut pas être dogmatique. Hein. C'est un produit physiologique. Si vous êtes à 10 d'albuminémie, il faut en passer. Hein. Il n'y a pas de doute. Il faut en passer dans les grandes dilutions. Il faut en passer dans certaines maladies hépatiques. Et après, il y a tout ce qui est les petites niches, les gadgets, hein, le branchement de l'hémofiltration, le branchement de la CEC. Tout le reste, pour l'instant, c'est de la croyance. Je sais qu'on n'arrive jamais à changer une croyance et une réputation, hein, c'est ce que je vous disais au départ. Donc je ne vais pas changer votre avis, je n'ai pas changé le mien malgré tout ça. Mais en tout cas, le niveau de preuve est bas ou nul. Voilà, je vous remercie pour votre attention.